C'est bon, c'est en direct. C'est bon, vous êtes en direct. J'ai toujours rêvé de dire ça. Si vous le permettez, on va commencer. Désolée, avec un peu de retard, la salle était louée pour un cours juste avant. Je me présente, Geneviève Dufour, je suis présidente de la Société québécoise de droit international et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui à McGill. Vous savez, la SQDI, c'est une organisation qui englobe les activités de toutes les universités au Québec, mais aussi de l'Université d'Ottawa. Et un de nos mandats, c'est d'essayer de rassembler les gens un peu partout. Donc aujourd'hui, dans la salle, je sais qu'il y a des gens du CAM, qu'il y a des gens de l'Université de Montréal. Je vois beaucoup d'étudiants de l'Université de Sherbrooke. Merci d'être venus d'aussi loin. Est-ce qu'on a des étudiants de l'Université Laval ou des profs de l'Université Laval? Bon. Bien, quand même, on a McGill. Est-ce qu'il y a du monde d'Ottawa? On ne sait jamais. Bon, pas aujourd'hui. Mais quand même, je pense qu'on a réussi notre pari de vous rassembler ici aujourd'hui. Puis c'est aussi ça la SQDI, c'est de rassembler les jeunes, les professionnels, les professeurs d'un peu partout à travers des activités qui, elles aussi, visent à rassembler des gens. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse qu'on soit ici à l'Université McGill avec Adèle Blaquette, professeure titulaire ici à l'Université en droit international, qui reçoit Isabelle Duplessis, professeure titulaire aussi à l'Université de Montréal. Et c'est donc une conférence sur les 100 ans de l'Organisation internationale du travail qu'elles vont nous présenter. Je suis tout particulièrement contente d'être ici aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs années, voire quelques décennies, je soutenais mon mémoire de maîtrise sur l'OIT et mes deux évaluatrices étaient Adèle Blaquette et Isabelle Duplessis. Alors c'est franchement tout à fait particulier pour moi aujourd'hui d'être présidente de la SQDI et franchement d'avoir l'honneur de vous recevoir et de vous remercier, mesdames. C'est vraiment une grande activité pour nous. Donc, aujourd'hui, conférence Maximilien Bibeau. Pour votre intérêt, Maximilien Bibeau a été le premier à fonder une école de droit au Québec dans le monde francophone. Donc, c'est assez comique aujourd'hui de faire la conférence Maximilien Bibeau en français à l'Université McGill. Je pense qu'il aurait été très fier de ça. Quittez pas trop vite à la fin. On a mis des exemples de la Revue québécoise de droit international. Je ne sais pas si vous connaissez cette revue magnifique qui est finalement notre activité scientifique à la SQDI. La Revue québécoise peut se targuer d'être lue partout à travers le monde. C'est une revue scientifique, ce qui veut dire que chacun de ces articles est évalué par un comité anonyme de 2 évaluateurs, mais surtout c'est une revue qui est gratuite en ligne. Donc, quand vous faites des recherches, allez sur le site de la RQDI, vous allez trouver des réponses. On a un peu plus de 30 000 téléchargements par mois. Donc, si vous avez envie aussi d'écrire des articles et d'être lu, c'est une revue trilingue, en français, en anglais et en espagnol, gratuite sur le web, hyper démocratique, lue partout dans le monde et très professionnelle. Alors, j'ai fini de vendre ma salade. Je vais juste vous convier à la fin de la conférence, une fois que tout ça est fini, à nous suivre. On va aller sur Crescent, au Winston Churchill, et on va tenir notre premier cocktail, notre cocktail annuel de la rentrée. J'espère que vous serez là en grand nombre. La SQDI vous offre le premier verre, ce qui n'est pas rien. Et dernière annonce, si vous n'êtes pas encore membre de la SQDI, c'est le temps de le faire. On a mis des petits bulletins d'inscription à l'arrière. C'est gratuit l'adhésion, ça vous permet d'obtenir les nouvelles, le bulletin mensuel, de savoir quand la RQDI sort des nouveaux numéros, être au courant d'une panoplie d'activités, de conférences, de concours qui sont accessibles à chaque mois. Alors voilà, il ne me reste qu'à remercier d'avance nos deux professeurs, Isabelle Duplessis, Adèle Blaquette. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Adèle de nous recevoir ici aujourd'hui. Bonne conférence. Donc bonjour, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici à la faculté de droit de l'Université McGill. Et c'est aussi
un plaisir d'accueillir la SQDI à la faculté dans le cadre de cette conférence prestigieuse Maximilien Bubeau. Surtout, c'est un plaisir de vous présenter ma collègue, mon amie Isabelle Duplessis, qui j'ai rencontrée peu de temps après avoir fait moi-même le passage de Genève à Montréal et de découvrir que nous avions tous les deux un parcours au Bureau international du travail. On ne s'est pas rencontrés là, mais Isabelle Duplessis était là à Genève au département des normes internationales du travail, spécifiquement dans le contexte de la liberté syndicale. Et elle a aussi travaillé pour le BIT à Turin, en Italie, où elle s'est chargée de la formation sur les droits fondamentaux au travail, donc une unité qui commençait à peine, mais qui a bouleversé notre façon de voir le droit international du travail. Donc, mais nous nous sommes rencontrés ici à Montréal parce qu'il y avait une activité de la SQDI qui s'alignait dans cette même trajectoire, et c'était de favoriser des stages, de diplômer des facultés de droit ici au Québec vers les organisations internationales, notamment le BIT. Et c'était des stages subventionnés par différents paliers de gouvernement, offerts via le barreau du Québec. Et c'était une belle opportunité, je crois, pour mettre l'accent sur les compétences et la particularité de ce que pouvaient offrir des étudiants ou diplômés du Québec. Et on voit les fruits parce qu'il y a jusqu'à ce jour de nombreuses personnes du Québec qui sont fonctionnaires au BIT et qui contribuent au développement de l'œuvre normative de l'Organisation internationale du travail. Je ne sais pas s'il a été stagiaire, mais je tiens quand même à mentionner que parmi nous ici, nous avons un Québécois au BIT qui a œuvré pendant presque 30 ans, Éric Gravel, qui est parmi nous. Donc, merci d'être venu, Monsieur Gravel. Je voudrais aussi mentionner à quel point je trouve heureuse de pouvoir accueillir Isabelle Duplessis ici maintenant pour nous parler du centenaire. Certes, la professeure Duplessis a complété son doctorat à l'Université de Montréal en droit international et elle enseigne le droit international, y compris le droit international public, le droit international du travail, les institutions internationales, l'histoire et la théorie du droit, y compris du droit international, et récemment, heureusement, le droit international des droits des femmes, un sujet qu'aborde de plus en plus l'OIT. Et on se souvient, je ne pouvais pas me passer de l'opportunité de mentionner une de ses publications, j'adore le titre, Le vertige et le soft law, réaction doctrinale en droit international, publiée dans la revue québécoise de droit international, mais qui aborde des questions vives pour l'Organisation internationale du travail. Donc, quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui est bien placé pour nous parler du centenaire, mais je suis spécialement fière qu'elle le fait ici, parce que, comme vous savez peut-être, pendant la Deuxième Guerre mondiale, durant cette période, c'est l'Organisation internationale du travail, plus précisément son secrétariat permanent, le BIT, qui s'est réfugié au Canada
et spécifiquement au Québec, et plus précisément à McGill, et a tenu sa conférence internationale à l'Université de Montréal une de ces années. Donc il y a toute une histoire à Kinili et que nous allons nous efforcer de se souvenir pendant cette centenaire. Et donc on débute cette commémoration, pour ne pas dire célébration, maintenant avec la professeure Duplessis. Merci d'être venue. Bienvenue. Alors, je vous remercie tous et toutes d'être ici, présents. Je remercie Adèle Blaquette pour son accueil. Je remercie aussi tous les membres de la FIDI qui font un travail souvent dans l'ombre, mais qui est ô combien important. Et pour les talents organisationnels, notamment de Geneviève, mais aussi de Christine Louf-Mallette qui est arrivée. Je suis très contente de voir des collègues, dont Rémi de l'UQAM, Rémi Bachand, des collègues aussi de Genève, un ancien collègue qui est Éric Gravel, ici dans cette salle, Adèle l'a salué, mais je voudrais également saluer. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous présenter, c'est un peu une œuvre commune de Éric et moi. Donc, il y a un article qui va paraître, nous l'espérons, très bientôt, pour souligner justement le centenaire. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais on souhaite que ça soit justement pour 2019. Alors, les idées que je vous propose, ce sont donc, c'est un peu le fruit de deux cerveaux, mais je voudrais aussi souligner que c'est les opinions n'engagent que moi, ce n'est pas les opinions de l'OIT, ou de l'IT, ni même certains commentaires que je vais faire. J'absous totalement Éric Gravel de ce que je vais dire, parce que liberté académique oblige, je peux me permettre quelques incartades plus critiques, disons, envers l'organisation et où elle s'en va. Alors écoutez, dans l'histoire d'une vie, c'est quand même assez impressionnant d'avoir travaillé pour une organisation internationale et de pouvoir souligner son centenaire. C'est la seule organisation internationale à ce jour qui va avoir cet âge vénérable. Toutes les autres ont été emportées par l'histoire, par surtout le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, ou sinon elles ont eu, comme les individus, les institutions ont parfois des vies brèves. Alors, l'OIT, on est en présence vraiment d'une organisation qui est justement vieille et respectable, on pourrait même dire honorable. Mais en même temps, justement, il faut se poser des questions à partir de ce passé. Quel est son avenir? Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, on va y aller en quelques grands traits. Mon introduction, c'est essentiellement de vous ramener dans le passé, de vous ramener justement à l'origine de l'OIT pour qu'on comprenne est-ce que cette origine peut expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans l'organisation, qu'est-ce qui devrait se passer aussi. Une très grande partie ensuite, une fois qu'on a tourné notre regard vers le passé, ça va être de voir les problèmes actuels. Qu'est-ce qui se passe avec le système de contrôle des normes internationales du travail, que ce soit au niveau de la production normative, que ce soit au niveau du contrôle des normes. Donc là, on va vraiment essayer de cibler quelles sont les grandes thématiques sur lesquelles il faudrait absolument s'attarder, si on veut justement proroger, continuer à travailler pour cette organisation et à sa pérennité. Et enfin, je vais aborder dans une deuxième grande partie, une fois qu'on a bien vu le système de contrôle et les défis auxquels le système de contrôle est confronté, je voudrais vous parler d'un événement qui n'est pas encore terminé, une crise institutionnelle très grave pour une organisation. Et ça s'est déroulé en 2012. C'est une crise interne, donc c'est à l'intérieur même de l'organisation que cette crise a été déclenchée. Il y avait, je vais y revenir, il y avait un conflit qui était latent, qui était larvé, qui était déjà là, mais ça a éclaté, je vous dirais, de manière assez théâtrale, très dramatique pour une organisation internationale.
en 2012 autour de la question du droit de grève, autour de la question est-ce que la Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 protège le droit de grève. Jusqu'à présent, tout le monde pensait que oui, du moins c'est ce qu'on s'imaginait, mais à partir de 2012, les employeurs, le groupe des employeurs a dit que non, c'était pas du tout, la Convention ne protégeait pas le droit de grève. Donc vraiment, je dirais, une crise à partir de 2012, et à partir de cet événement, je voudrais voir avec vous qu'est-ce qui se passe depuis, et comment l'organisation, justement, a administré, fait face à cette situation assez problématique. Et qu'est-ce qu'on doit en conclure? Là, je voudrais plus vous amener sur un aspect théorique. Qu'est-ce qu'on doit en conclure pour le droit international du travail? Qu'est-ce que cette crise institutionnelle à l'intérieur de l'OIT, qui a été déclenchée en 2012, mais qu'est-ce que ça implique pour l'avenir du droit international du travail? À mon avis, les implications sont monumentales et c'est pour cette raison que je pense qu'il faudrait y réfléchir. Et en conclusion, alors là, je vais vous amener quelques pistes de réflexion justement sur qu'est-ce que l'organisation devrait examiner afin justement d'avoir un avenir plus radieux devant elle. On lui souhaite encore bien des années. Donc, il faudrait voir maintenant qu'est-ce qu'elle devrait faire ou qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour l'avenir. Alors, je commence immédiatement en revenant dans le passé, un regard vers le passé. L'Organisation internationale du travail, c'est une institution internationale à vocation multilatérale, donc ça veut dire que tous les États de la planète peuvent y adhérer s'ils acceptent les objectifs de l'organisation. À ce jour, on parle de 187 États sur une possibilité, du moins à l'intérieur des Nations Unies, de 193, donc vous avez une quasi-universalité de la représentation étatique au sein de l'OIT. L'OIT a été créée donc au lendemain de la Première Guerre mondiale par le traité de Versailles, donc un traité qui mettait fin à la guerre, la Première Guerre mondiale, du moins du côté du front européen avec les Allemands. Et à l'intérieur donc de ce traité de Versailles, il y avait une partie 13 où on a créé donc cette Organisation internationale du travail. Pourquoi je vous mentionne cet aspect, pourquoi je vous parle d'un traité de paix qui crée une Organisation internationale du travail? C'est parce que déjà vous devez immédiatement penser paix, justice sociale. C'est un des objectifs fondamentaux de l'OIT, de dire, écoutez, il ne peut pas y avoir de paix en ce monde s'il y a des travailleurs, s'il y a des gens qui souffrent, qui ont des conditions de travail déplorables, qui sont atteints qu'il n'y a pas de justice sociale. Donc, il y a vraiment un lien qui est créé dans l'origine même de l'OIT, dans sa création, entre cette justice sociale et cette paix, vraiment un objectif pacifiste. Et je pense qu'aujourd'hui, encore maintenant, cet objectif doit être mis de l'avant, c'est un objectif fondamental. Il ne peut pas y avoir de paix dans ce monde s'il n'y a pas une paix, une justice sociale entre les individus, une espèce de redistribution des répartitions économiques et sociales. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le souligner. Donc, création de l'OIT, lendemain de la Première Guerre mondiale en 1919. Et le mandat est là naturellement. Alors, on vient en 1919. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que l'organisation est créée pour justement pallier les difficultés des travailleurs de cette époque. Les travailleurs de cette époque, alors pensez révolution industrielle, retourner au 19e siècle, et là vraiment vous avez en place déjà l'idéal type du travailleur à cette époque, quand on a créé l'OIT. L'idéal type du travailleur, c'est qui? C'est un homme. C'est un homme qui travaille pour généralement un employeur tout au long de sa vie. Il est salarié, donc il y a vraiment un contrat de travail. Il travaille, bon, comme je vous le disais, souvent dans des conditions assez pitoyables, si on pense à la révolution industrielle. Et il est le principal pourvoyeur de sa famille. Alors pourquoi j'insiste? C'est parce que déjà, il va falloir quand on pense en 2018, il va falloir réfléchir à cet idéal type qui, au départ, on avait en tête lorsqu'on a créé l'Organisation internationale du travail. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'avait pas en tête nécessairement les femmes, qui sont maintenant des travailleuses tout autant que les hommes. Donc l'idéal type sur lequel l'OIT a été construit doit être revu, doit être absolument complètement réinterprété. Et aussi un grand problème, et à mon avis,
c'est déjà une inspiration théorique, ou enfin une intuition théorique que je vous soumets, mais le gros problème aussi, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on a créé l'OIT, on avait cet idéal type du travailleur masculin, un principal pourvoyeur, etc., pour sa famille, et on n'a pas qualifié le travail fait à la maison, donc le travail domestique, généralement fait par les femmes ou les filles. Il n'a pas été qualifié de travail. Il a été qualifié, c'était tout simplement, il était non rémunéré, c'était pas un travail productif, donc il n'entrait même pas dans l'économie officiellement, dans les chiffres de l'économie. À mon avis, c'est un grand problème que l'OIT va essayer justement de répondre avec la convention, j'y reviendrai, la convention numéro 189 sur les travailleuses domestiques de 2011, sur laquelle d'ailleurs Adèle a vraiment fait un travail colossal auprès autant au niveau de la recherche, autant au niveau de la collecte de données, ensuite sur les publications. Elle me dit d'ailleurs qu'elle va publier un livre qui va paraître très très bientôt sur cette question. Donc je crois qu'on est, déjà vous avez une intuition de ce qu'il faut revoir, c'est notre conception du travail. Donc non seulement qui est le travailleur, l'idéal type, mais aussi qu'est-ce que le travail? Est-ce que le travail, c'est simplement celui qui est salarié, contractuel? Alors là, vous éliminez toutes les personnes qui sont dans des relations de travail informelles. Et vous éliminez, encore une fois, comme je vous disais, un travail qui est monumental, et c'est le travail qui est ce qu'on appelle dans l'industrie en anglais du care, le travail de sollicitude, celui qui est d'apporter des soins à des personnes vulnérables, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes handicapées, que ce soit des personnes âgées, et aussi des tâches domestiques, tout simplement. Donc, toute la question des travaux ménagers qui sont incontournables. Alors, je reviens, ceci étant dit, je reviens à 1919, création de l'OIT. Pourquoi on crée l'OIT à l'intérieur de ce traité de paix? Parce que les gouvernements à l'époque, les gouvernements européens, sont, je vous dirais, très, très anxieux avec la fin de la guerre. Il y a beaucoup de grogne dans la société, il y a beaucoup d'agitation sociale, il y a beaucoup de revendications. Et les gens, on se dit, il va y avoir beaucoup de soldats qui vont être démobilisés, qui vont revenir du front. Et il va falloir, alors déjà, leur trouver du travail. Il va falloir donc demander aux femmes qui ont travaillé pendant que les hommes étaient sur le front, retourner à la maison, ou enfin, il fallait, je voudrais, administrer cette question délicate. Mais on était aussi pris avec, justement, des jeunes hommes qui étaient, cette guerre, qu'on appelait la Grande Guerre, a été un carnage pour des jeunes hommes. Ça a été épouvantable ce qui s'est passé là. Et alors, on a vraiment des gueules cassées, on a des gens qui sont complètement démolis, qui sont polytraumatisés, qui reviennent. Il va falloir s'en occuper. Donc, c'est aussi toute la question des soins à apporter à des gens qui reviennent d'un conflit très, très douloureux. Donc, les gouvernements sont inquiets à l'idée de cette masse de jeunes hommes qui reviennent et qu'on va devoir réinsérer dans la société. Ils sont aussi inquiets parce que, justement, il y a de l'agitation sociale et on se dit, ben là, il y a des velléités de socialistes, anarchiques, anarchisantes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces jeunes vont être récupérés par ces tendances socialistes, etc.? Parce que n'oubliez pas qu'on a, à l'époque, 1917, on a la révolution bolchevique encore fraîche, et on a ce modèle alternatif d'organisation sociétale. Donc, on craint finalement cette perspective, et ça va faire en sorte qu'il y a certains qui ont qualifié l'OIT, je le reprends parce que ça me fait toujours rire, un vaccin contre la rage marxiste-léniniste, ou encore une ruse occidentale à l'encontre des partisans d'idéologies socialistes ou anarchistes. Alors, voyez un peu, mais pourquoi je le dis et pourquoi c'est important à mon avis? Parce que ça vous explique le rapport de force à cette époque. Et à cette époque, le rapport de force, il est favorable aux travailleurs. Et c'est pour ça que vous allez avoir une organisation internationale du travail qui va être créée à cette époque. Et c'est surtout pour ça que vous allez avoir une organisation internationale, la première, la seule encore aujourd'hui dans la constellation contemporaine des organisations internationales, qui accorde une représentation à des organisations de travailleurs et à des organisations d'employeurs.
Donc, ce que j'ai nommé, c'est le tripartisme. C'est la seule organisation internationale qui est fondée sur ce principe, où à l'intérieur d'une délégation étatique, vous en avez 187, excusez-moi, à l'intérieur, donc chaque délégation, vous allez avoir 2 représentants gouvernementaux, un représentant travailleur et un représentant employeur. Et ça fait en sorte que vous avez une dynamique tout à fait inédite et qui va faire en sorte que l'organisation internationale qui est basée à Genève a directement le pouls de la situation sur le terrain, parce qu'elle est en lien avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, idéalement. Je dis idéalement parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est pas toujours ce qui se produit. Alors, l'OIT est tripartite et c'est sûrement ce qui lui a permis de traverser, je vous dirais, le 20e siècle indemne. Je ne vous dis pas que ça a été facile, mais elle a su naviguer à travers justement la dépression économique des années 30. Elle a su rester, demeurer malgré justement les dérives fascistes et nazistes en Europe. Elle a donc réussi aussi à traverser la Deuxième Guerre mondiale, et pendant que la Société des Nations, elle, était emportée, littéralement, a été dissoute en 1946, l'OIT a réussi à survivre, comme disait Adèle, le BIT, ou du moins le secrétariat, s'est réfugié ici à Montréal, et c'est à cette époque, justement, où on a réfléchi à qu'est-ce qu'il faut pour cette organisation, pour qu'elle continue essentiellement. Hein? Donc, c'est là qu'on a... Avant, on avait déjà rédigé cette déclaration de Philadelphie qui a été adoptée en 1944, qui va être annexée à la Constitution de l'UT de 1919, et une déclaration de Philadelphie fondamentale. Pourquoi? Parce qu'elle réitère les principes de l'organisation. C'est elle qui va vous dire que le travail n'est pas une marchandise. On l'entend toujours, mais cette déclaration le confirme. Alors, l'OIT a réussi à traverser la Deuxième Guerre mondiale. Elle va devenir la première institution spécialisée des Nations Unies par un accord qui est conclu en 1946. Donc, elle fait partie maintenant de la famille des Nations Unies depuis 1946. Et elle va, alors on continue dans ce siècle, il est évident qu'après la Deuxième Guerre mondiale, après les horreurs et les exactions qui s'étaient produites, et le travail forcé qui avait été utilisé, employé à l'encontre d'une multitude de travailleurs, on va avoir, je dirais, une certaine affinité, une inclination vers les droits fondamentaux des travailleurs. Je vous dirais que déjà, moi, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on voit cette tendance où on va se dire qu'il faut absolument développer cette idée de protéger le travailleur, non seulement dans ses conditions de travail, mais dans sa dignité en tant que personne aussi. Et ça, c'est la Deuxième Guerre, les horreurs de la Deuxième Guerre, qui ont peut-être amené cette perspective, je vous dirais, sur les droits des travailleurs. Alors, on traverse, l'OIT va être confronté ensuite, suite à la Deuxième Guerre mondiale, à une autre grande étape qui est la décolonisation. Décolonisation, donc des années 60-70, ça a été, à cette période, l'organisation je vous dirais, a été confrontée, comme elle ne l'a jamais été auparavant, dans son principe d'universalité. Donc, vous devez représenter l'ensemble d'États aux conditions économiques complètement différentes, disparates, avec des sociétés dont la culture est différente également. Et ça va, je vous dirais, vraiment être difficile pour l'OIT d'affronter cette diversité. Ça va être difficile puisque, je vous ai parlé d'origine, au départ, l'OIT, elle est fondamentalement axée sur des pays européens, occidentaux. Donc, il va falloir ouvrir aussi la réflexion et les actions entreprises au sein de l'OIT en fonction de cette nouvelle donne, où vous avez des États où les organisations syndicales, par exemple, ne sont pas fortes, elles sont très faibles. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec justement, en tant qu'organisation tripartite, lorsque un de vos mandants n'est pas très solide sur le terrain, ou lorsque vous avez, si je reprends dans le cas des pays socialistes, dans les satellitaires de l'URSS à l'époque, lorsque vous avez des employeurs qui, à toute fin pratique, c'est l'État. Hein, il n'y en a pas d'employeurs.
Donc, vous voyez un peu les défis auxquels va être confrontée l'EIT. Elle va réussir à naviguer, comme je vous disais, et elle va surtout ensuite, alors une fois cette décolonisation, elle va aussi être confrontée dans les années 80, cette fois-ci, au fameux consensus de Washington, à une déréglementation, une philosophie profondément néolibérale qui va attaquer l'organisation, je dirais, dans ses fondements même, puisqu'on va commencer à remettre en question l'idée de protection sociale, l'idée de dialogue social, l'idée des droits, les droits coûtent cher, on n'a pas les moyens, nous, hein, de protéger les droits des travailleurs, de fournir ce filet social. Alors, vous voyez un peu le type de défis auxquels était confrontée l'EIT. Alors, l'EIT a réussi, néanmoins, je ne dirais pas que c'était toujours formidable, mais quand même, elle a réussi à traverser tous ces défis. Et là, à partir de 89, ben là, c'est la chute du mur de Berlin, c'est la fin du monde bipolaire, c'est la fin de la guerre froide. Et bizarrement, c'est peut-être à ce moment-là que l'EIT va être confrontée à son plus grand défi. Pourquoi je dis bizarrement? Parce que pendant toute la période de la guerre froide, vous avez eu une alliance entre les employeurs, le groupe des employeurs, et les travailleurs à l'intérieur de l'EIT, les travailleurs du monde occidental. Et les employeurs, pourquoi? Pour essayer de contrer la philosophie socialiste qui était vraiment mise de l'avant par les pays comme justement dans les satellitaires de l'URSS. Donc, il y avait vraiment une espèce d'alliance, je vous dirais, entre les deux représentants tripartites de la société civile au sein de l'EIT. Et à partir de la fin de la guerre froide, lorsque ce spectre du marxisme-léninisme et de la révolution bolchevique est bel et bien disparu, et bien là, l'alliance a été dissoute. Et là, les employeurs ont commencé à dire, mais nous, on n'a plus besoin de vous, les travailleurs. On n'a plus besoin de faire autant de concessions qu'on a fait avant. Et donc, à partir des années 90, l'attitude des employeurs au sein de l'EIT a profondément changé. Et à partir des années 90, on va commencer à, je dirais, au niveau des normes, on va commencer à préférer ce qu'on appelle les modes souples de régulation de l'international du travail. Mode souple, alors pensez, bon, je parle souvent de soft law, pensez à que ce soit des conventions, mais à l'intérieur des conventions, donc des conventions de la hard law en droit international, une convention, c'est des ratifiée, elle doit être respectée par les États, sinon, effectivement, il peut y avoir des mécanismes de contrôle, il peut y avoir une certaine forme de sanctions au plan international pour non-respect des obligations conventionnelles librement ratifiées. À l'intérieur des conventions, il peut y avoir des dispositions qu'on dit souples. Hein? Et ça, vous êtes en présence de la soft law. C'est quoi une disposition souple à l'intérieur d'une convention? Bien, c'est une disposition qui permet une plus grande latitude dans l'interprétation, qui ne dit pas exactement l'État quoi faire. Il va dire à l'État, bien, vous pourriez faire ça de telle façon, voici la panoplie de mesures que vous pouvez utiliser, ou voici l'objectif que vous devriez rechercher, et on va vous laisser le choix des moyens. Donc, vous voyez un peu la façon dont on conçoit la régulation souple du travail. C'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. À côté, il va y avoir aussi un autre instrument de soft law qu'on appelle soit des recommandations ou des déclarations, il y a plusieurs termes qui sont utilisés, mais pour mes fins, à l'intérieur de l'EIT, ce qui est important de voir, ce sont les recommandations. C'est une autre forme, un autre instrument international du travail que l'EIT, dès 1919, à l'intérieur de la Constitution de 1919, on avait prévu ces deux formes de régulation internationale du travail. On avait prévu des conventions que les États devaient ratifier pour ensuite qu'elles soient obligatoires à l'intérieur des États qui les avaient ratifiées, mais on avait aussi prévu des recommandations où là, encore une fois, comme je vous disais, c'est la soft law. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en présence de directives, vous êtes en présence de lignes de conduite, et on cherche à vous persuader que c'est la meilleure ligne de conduite à épouser, à adopter. Donc, c'est vraiment, je dirais, une mesure expérimentale, une autre façon, finalement, de réglementer les gens. Une façon qui est moins, peut-être, hiérarchique,
qui est beaucoup plus de l'ordre de la coopération, où vous allez aller chercher l'adhésion des esprits pour qu'ensuite les gens respectent la règle. Au départ, en 1919, il n'y avait pas de hiérarchie entre les conventions et les recommandations. Les deux étaient considérés comme des modes de régulation tout à fait... chacune avait un objectif. Il n'y avait pas de hiérarchie où une était meilleure que l'autre, ou une était plus efficace que l'autre, par ailleurs. Malheureusement, et à partir des années 1990, après justement la fin de la guerre froide, on voit qu'il y a de plus en plus un penchant à l'intérieur de l'UT, poussé par les employeurs énormément, vers les méthodes souples de régulation. Et là, on sent que ce n'est pas par « ah oui, parce que c'est peut-être le meilleur moyen à utiliser une recommandation au lieu d'une convention ». On sent que c'est un agenda où on se dit une recommandation, c'est moins contraignant. Hein? Les États ne respectent pas nécessairement, ils ne prennent pas nécessairement en considération de façon sérieuse une recommandation. Alors on va avoir moins de réglementation. Hein? Je vous parlais de déréglementation. On est dans un esprit de déréglementation, essentiellement. Et ça va, je vous dirais, dès les années 90, on le voit avec force. Alors, ça, c'est le premier problème. Donc, une espèce de tendance vers les méthodes souples de régulation internationale du travail. Non seulement au niveau des recommandations, je vous ai parlé des recommandations, mais aussi au niveau des conventions. Pourquoi? Ben, les conventions, ce qu'on constate, c'est que non seulement c'est un instrument contraignant en droit international, on en adopte de moins en moins. Généralement, on avait pour habitude au sein de l'UT, l'habitude, c'était vraiment une pratique, hein, où on adoptait une convention par année, à peu près, hein, avec une recommandation, bon, accessoire, qui complétait justement les dispositions que la convention n'avait pas nécessairement détaillées. Et depuis, comme je vous disais, depuis les années 90, on voit qu'il y a de plus en plus de difficultés à adopter des conventions, les consensus sont plus difficiles à les chercher. On a la dernière convention, c'est la convention de 2011 sur les travailleuses domestiques, et depuis, il n'y en a plus. Là, on est en 2018, donc vous voyez, on n'est plus dans une convention par année, loin de là. Donc, ça, c'est un autre problème, ou enfin un autre signe qu'il y a une tendance très forte vers la régulation souple du travail. Mais regardons ce qui s'est passé avec les conventions, parce que il y a quelque chose d'intéressant. Là, c'est l'aspect positif. Vraiment. Il y en a un. Il y en a un. L'aspect positif, c'est que si on regarde quelle convention a été adoptée, la dernière, prenons-la en exemple, c'est la convention numéro 189 sur les travailleuses domestiques de 2011. Cette convention, écoutez, pourquoi et comment on a réussi à l'adopter, c'est quand même assez incroyable. Parce que les seules conventions qui avaient réussi, ou je vous dirais qui avaient engrangé beaucoup de ratifications, parce qu'on assiste aussi, et c'est peut-être pour ça qu'on en adopte moins, les États ne ratifient plus les conventions. Alors, on s'amasse avec des conventions à peine ratifiées, elles sont un peu tablettées, du moins elles ne sont pas effectives dans la pratique. Alors, on a commencé, il y a deux conventions qui se démarquent avant la convention numéro 189 de 2011 sur les travailleuses domestiques. Il y a deux conventions qui se démarquent, à savoir la Convention du travail maritime de 2006 et la Convention sur l'interdiction, la Convention numéro 182 sur le travail, l'interdiction du travail des enfants. Et alors pourquoi? On peut se demander pourquoi ces conventions ont été aussi populaires, pourquoi elles engrangent un bon taux de ratification. Eh bien, pour la Convention de travail maritime, l'industrie, quand on parle de l'industrie maritime, c'est la plus vieille industrie planétaire sur la planète. C'est vraiment, c'est la plus vieille industrie. Donc, il y avait beaucoup de normes adoptées depuis l'origine de l'EIT. Il y avait un certain consensus justement sur un nettoyage qui devait se faire parmi toutes ces normes. Et on a aussi innové dans la façon dont on a créé la Convention, parce que la Convention, justement, il y a une partie souple
une partie contraignante, hein, la partie A, la partie B. Donc vraiment, je dirais, une nouvelle façon de concevoir une convention internationale au plan du droit. Et c'est pour cette raison qu'elle est populaire. La Convention numéro 182, bien, écoutez, personne n'est contre la vertu. Quand on parle du travail des enfants, c'est sûr que vous avez un thème qui est très, très fort, symboliquement, qui est porteur, qui va chercher les États indépendamment de leurs différences idéologiques ou économiques, culturelles, peu importe. Il y a un certain consensus qui fait en sorte qu'on a réussi donc à adopter cette convention et vraiment un taux de ratification tout à fait incroyable. Maintenant, la convention de l'OIT numéro 189 sur les travailleuses domestiques. Écoutez, à ce jour, il y a déjà 25 ratifications. C'est déjà très prometteur en termes de taux de ratification. Très, très content de cet aspect. Maintenant, comment expliquer pourquoi alors on a des bons espoirs pour cette convention? Premièrement, je crois qu'il faut retourner aux négociations. Les négociations entourant la convention numéro 189 nous ont appris quelque chose de fondamental, à mon avis. C'est la force normative, la force, je dirais plutôt stratégique, d'aller chercher, de travailler avec des organisations de travailleuses domestiques, avec des associations de femmes qui avaient à cœur ces thématiques. Donc, il y a eu un travail colossal, non seulement des mandants à l'intérieur de l'UT, les mandants traditionnels, mais vous aviez ces ONG qui étaient présentes, ces femmes qui étaient vraiment impliquées et qui étaient sur le terrain, qui faisaient un relais, une courroie de transmission. Donc, il y a eu une ouverture de l'OIT sur d'autres groupes de la société civile, hein, pas juste des organisations syndicales, accréditées, traditionnelles. On a vraiment été travailler avec ces organisations de femmes et ça a été formidable. Pourquoi? Parce que moi, j'appelle ça, ça a décoincé l'OIT, complètement. Et Adèle était là pendant les négociations, ça a entraîné une autre dynamique dans les négociations. Parce que justement, il y a un décorum, il y a des façons de faire. Cette diplomatie traditionnelle, elle a explosé avec ce thème et avec la présence de ces acteurs non étatiques. Donc, il y a eu quelque chose aussi très, très fort, c'est que ces organisations de femmes, en collaboration avec des gens à l'intérieur du BIT, parce qu'il y a vraiment un travail qui s'est fait avec le secrétariat aussi, avec des fonctionnaires de l'UIT, où on a présenté la Convention numéro 189 en termes de droits fondamentaux, hein, pour les travailleuses domestiques. On a parlé de servitude, de nouvelles formes de servitude, de travail forcé, en quelque sorte, parce qu'il y a des conditions épouvantables. On a enfin un travail qui était invisible. Là, on a eu enfin accès, on a su, on a connu cette réalité. Et par des personnes directement sur le terrain. Alors, je vous dirais que la force de ces témoignages, la force de cette implication, de cette alliance avec le secrétariat, avec des ONG, le thème, hein, qui était tellement fort, encore une fois un peu à l'instar du travail des enfants, ça devenait incontournable. Les mandats de l'OIT n'ont pas eu le choix, ils devaient accepter d'adopter une convention, une nouvelle norme internationale du travail. Parce qu'en 2010, l'adoption d'une convention se fait en deux temps, il y a deux discussions, échelonnées sur 2 ans. Alors en 2010, les employeurs, dès le départ, ont dit, nous, on n'est pas très confortable avec la question du travail domestique, c'est pas trop notre tasse de thé, le travail domestique, ça se fait à l'intérieur, le lieu privé, le droit à la vie privée, alors voilà, on ramène tout ça. Et bon, on peut leur dire, on ne peut pas légiférer, on ne peut pas réglementer cet aspect, ce secteur, c'est trop difficile, alors on va se contenter d'une recommandation. Et devant, comme je vous disais, la force des organisations de travailleurs, des ONG, du secrétariat qui avait travaillé une très très belle collaboration et de certains gouvernements également, on a eu une force irrésistible. Les employeurs ont dû céder en 2011. Ils ont fini par accepter d'adopter une convention et une recommandation sur cette question.
Donc ça, c'est un exemple et un très, très bel exemple, mais j'insiste encore une fois sur cette ouverture sur des ONG, sur ce que certains employeurs ont dit, on est devant une espèce de processus quadropartite. Hein? C'est plus du tripartisme, ça devient vraiment un jeu à quatre. Et là, il y a des gens, bon, il y a certains mandats qui n'étaient pas très confortables, mais moi, je vous soumets en toute humilité, je pense que c'est la voie de l'avenir pour l'UT. Il va falloir absolument que l'UT s'ouvre sur d'autres formes de collaboration. Elle ne peut plus rester fermée sur ces mandats traditionnels. L'autre aspect positif, encore une fois, on est toujours sur les conventions. Il est fort possible, du moins on l'espère, on se croise les doigts, qu'en 2019, pour justement le centenaire de l'organisation, la CIT, la Conférence internationale du travail qui se réunit de manière annuelle, donc la conférence qui réunit l'ensemble des délégations étatiques, la grande messe finalement annuelle, comme la SQDI ici aujourd'hui. Alors cette CIT, cette Conférence internationale du travail, devrait en 2019 adopter une convention contre la violence et le harcèlement au travail. Et ça, à mon avis, si ça se produit, j'espère que l'UT va prendre la balle au bond. Il faut absolument qu'elle le fasse. Pourquoi? Parce que, écoutez, à moins que vous veniez d'une autre planète, mais il s'est passé quelque chose de monumental qui s'appelle le mouvement MeToo. #MeToo. Et ce mouvement, à mon avis, il est incontournable et il a changé bien des choses. On ne sait pas trop encore comment ça va se traduire. Une chose est certaine, il y a un avant et il y a un après. À mon avis, l'OIT, elle avait déjà commencé ce processus de dire qu'il faut absolument essayer de réglementer cette question du harcèlement au travail. Parce que quand on parle de harcèlement, notamment du harcèlement sexuel, mais ça peut être du harcèlement psychologique ou autre, de violence dans les espaces publics, etc., il y a une problématique monumentale dans les lieux de travail. Il y a beaucoup de harcèlement au travail. Donc, c'est une problématique qui est très, très grosse. Déjà, l'OIT avait pris conscience du problème. En 1985, il y avait eu justement un papier où on disait c'est quoi le harcèlement, quels étaient les effets néfastes pour les employeurs, pour les travailleurs naturellement. Alors, on était conscient du problème. En 2015, déjà, l'OIT avait entamé des recherches sur cette question. Il y avait eu un travail, je dirais, préparatoire. On avait donc l'intention d'adopter possiblement une norme internationale du travail qui interdit cette violence et le harcèlement au travail, mais justement en 2017, après l'affaire Weinstein, on a été confrontés et là l'OIT n'a plus le choix, à mon avis. C'est le moment. Quand on parle d'opportunité, non seulement d'opportunité, parce que là, l'OIT va avoir 100 ans. Les organisations internationales travaillent souvent ou fonctionnent souvent où on dirait que ça leur donne une force d'impulsion lorsqu'il y a un événement marquant. Alors, c'est soit le 50e, c'est soit le 75e, c'est soit le centenaire. Bon, mais il y a vraiment des moments. Et là, on est en présence d'un moment fondamental, à mon avis. L'OIT a dit peut-être qu'on devrait adopter une autre déclaration en 2019. Écoutez, moi, je pense que ce n'est pas la bonne avenue. Une déclaration, il y en a eu plusieurs d'adoptées. Il y en a eu la dernière, c'est en 2008, la déclaration sur la mondialisation et la justice sociale. C'est une déclaration que vous ne connaissez sûrement pas parce que personne ne la connaît si vous n'êtes pas à l'intérieur de l'UT. Bon. Mais vous connaissez peut-être, pour ceux que ça intéresse, la déclaration de 1998 sur les principes des droits fondamentaux au travail. Déjà, c'est une déclaration qui a eu beaucoup de popularité à l'extérieur de l'UT et donc elle a été réutilisée, réappropriée par une multitude d'acteurs et je pense que c'était une bonne chose. Mais une déclaration, écoutez, c'est un acte solennel. Ça doit être ça doit afficher des principes forts. Vous ne pouvez pas adopter des déclarations sans arrêt, sinon ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Donc, une déclaration en 2019, on va voir, l'OIT pense
à cette option, mais à mon avis, elle ferait œuvre utile si l'OIT adopte plutôt une convention en 2019 sur l'interdiction de la violence et du harcèlement au travail. Il n'y a aucune norme internationale, il n'y a aucun traité présentement qui traite de cette question. C'est vraiment un très grave problème. Et si je regarde sur la question du harcèlement des femmes, notamment, vous n'avez pas de convention qui interdit la violence à l'égard des femmes. On a interprété la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979 comme excluant ou interdisant la violence faite aux femmes, notamment le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Mais ce n'est pas explicite dans la CEDEF, dans cette convention. On a interprété la CEDEF de cette façon. On l'a fait en adoptant une recommandation générale. Le comité qui est censé appliquer justement cette convention a adopté une recommandation, sauf là, pour dire, eh bien oui, la CEDEF protège contre la violence faite aux femmes, etc., dont le harcèlement sexuel au travail. Et là, vous avez eu une autre déclaration, encore de la sorte là, cette fois-ci adoptée par l'Assemblée générale, qui interdit la violence à l'égard des femmes en 1993. Mais à toute fin pratique, vous n'avez toujours pas de traité. Et vous n'avez certainement pas de traité sur cette question qui l'interdit sur les lieux de travail. Donc, je pense qu'il faudrait, c'est vraiment mon message dans CELET, si quelqu'un m'écoute là-bas, mais j'ai quelqu'un qui va peut-être faire le message. Je pense que ce serait une très, 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 très bonne chose, vraiment un très bon coup, à mon avis, pour tout le monde. Pour tout le monde. Je reviens, quand je vous parlais des déclarations, sur maintenant l'application, ce système de contrôle et cette crise de 2012. Le système de contrôle, puis vous pouvez demander à Éric Gravel, il va vous le confirmer, le système de contrôle est dans un mode de surchauffe. Il y a beaucoup de conventions, il y a beaucoup de ratifications, et il n'y a pas d'augmentation des ressources budgétaires ou humaines. Donc, l'OIT ne fournit plus, tout simplement. Elle n'arrive plus je vous dirais, à traverser toute cette terre, à analyser, vraiment à faire son travail au niveau de l'application des normes. Le travail est colossal et ça fait en sorte que le système de contrôle je dirais, se fait critiquer justement par un acteur interne, le groupe des employeurs, qui vont dire, écoutez, justement, à preuve, bon, les normes, etc., ça ne va pas, il faut revoir, il faut en adopter moins, il faut, bon, alors vous voyez à quel point ça rend, je veux dire, ça fragilise le système de contrôle, le fait qu'il n'est plus capable. Et là, quand je vous parle du système de contrôle, autant ce qu'on appelle le mécanisme de contrôle régulier des conventions, l'article 22 de la Constitution de l'OIT, où chaque État envoie son rapport périodique en disant « Voici, moi j'ai ratifié telle convention, voici comment je la respecte sur mon territoire, voici où j'ai des difficultés. » Et le BIT, la Cour internationale, la Commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations, qui est chargée justement d'analyser ces rapports, va répondre aux États pour leur dire, bon, engager un dialogue afin d'aider à l'application des conventions en question. Donc, c'est ce mécanisme de contrôle. Ils sont débordés. Ils sont débordés lorsqu'ils reçoivent les rapports, parce qu'il y a des États qui n'envoient pas les rapports, tout simplement. Il y a des retards, il y a des États qui sont très en retard dans l'envoi aussi de leurs rapports. Ça entraîne vraiment une analyse différée. Ça augmente le travail des fonctionnaires et de la commission d'experts aussi, parce que la commission d'experts travaille également avec le secrétariat. Donc, beaucoup de problèmes à ce niveau dans le mécanisme de contrôle régulier, beaucoup de problèmes aussi, et ça c'est pour tous les autres mécanismes. Alors, là je viens de vous parler du mécanisme de contrôle régulier, l'article 22, mais il y a également un problème avec le comité de la liberté syndicale, le comité de la liberté syndicale qui est juste chargé de traiter la question des conventions en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Eux, ils sont un peu victimes de leur succès. Ils reçoivent beaucoup de plaintes partout
dans le monde, une augmentation sans précédent, donc ils n'arrivent plus non plus à traiter autant de manière du moins satisfaisante de tous ces cas. Vous avez aussi l'article 23 qui permet aux organisations de travailleurs et d'employeurs d'envoyer leurs commentaires au BIT à Genève, leur faisant part, justement, commentant le rapport de leur gouvernement, disant, ben voici, nous, on considère que notre gouvernement n'est pas tout à fait juste ce qu'il vous a dit, l'œuvre, et bon, ils peuvent envoyer je ne sais pas moi, des décisions de justice, de tribunaux administratifs, bref, ils fournissent vraiment des éléments d'informations sur l'application des conventions à l'intérieur de leur État. Et encore une fois, le BIT est submergé de commentaires par des organisations de travailleurs et des organisations d'employeurs en fonction de l'article 23. C'est long là, à traiter toute cette information et on n'a toujours pas plus de ressources, comme je vous disais. Finalement, il me reste combien de temps? OK. Alors, dernière chose, un autre mécanisme de contrôle qu'on appelle la procédure de réclamation, l'article 24 de la Constitution de l'UIT de 1919, et elle également, écoutez, le nombre de réclamations a bondi dans les 10 dernières années, même 20 dernières années plutôt. Alors, il y a vraiment, peut-être justement, victime de son succès, les normes sont plus connues, les organisations sont beaucoup plus impliquées, les acteurs sur le terrain utilisent plus, réfèrent plus à ces normes. Donc, un problème, parce qu'on n'arrive plus justement à passer au travers. Et là, on a le coup d'éclat que je parlais de 2012. Alors, 2012, qu'est-ce qui se passe? 2012, vous avez les employeurs qui, sur la question de la Convention numéro 87 sur les libertés syndicales, vont pour la première fois depuis, ça ne s'était jamais produit, ils vont dire, écoutez, nous, ça fait depuis les années 90 qu'on vous dit que la Convention 87 ne protège pas le droit à la grève. Et on l'avait toujours interprété, du moins les organes de contrôle, la commission d'experts, mais aussi la commission d'application des normes, qui est une commission, je vous dirais, autant la commission d'experts est beaucoup plus une commission, je voudrais, d'ordre technique. Ce sont des juristes qui représentent l'ensemble des systèmes juridiques et qui vont justement faire un travail, une analyse des juridiques, des rapports. Ils vont essayer de voir de quelle façon l'État respecte en droit et dans la pratique la Convention. Et ensuite, à partir de ce rapport de la commission d'experts, vous allez avoir cette commission d'application des normes, qui est, je voudrais, une commission qui est beaucoup plus politique, presque quasi parlementaire, où on va s'attarder aux cas les plus troublants soulevés par la commission d'experts. Donc, vous avez comme un espèce de contrôle, un filtre juridique, et ensuite, vous avez un contrôle plus politique par les mandants de l'organisation. Travailleurs, employeurs et gouvernement. Alors, au sein de la commission d'application, en 2012, les employeurs vont dire, nous, on considère, on vous l'a déjà dit, que la Convention 87 ne garantit pas le droit de grève. Vous l'avez interprété ainsi, mais il n'y a rien, c'est pas explicite. Hein, donc, et là, non seulement il soulève une objection, mais il refuse de discuter de tous les cas qui sont soumis. Il y en a 25 à peu près qui sont choisis. Il y a une entente entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement pour discuter justement de ces cas. Et là, les employeurs disent non, nous, non seulement là, on enregistre une objection, puis on dit que la commission d'experts ne devrait pas dire que la Convention 87 protège le droit de grève, mais en plus, on ne veut pas discuter d'aucun cas. Et pour la première fois, il n'y aura pas de discussion. Et là, bon, je ne vous épargne les détails, mais depuis 2012, on a essayé, écoutez, on est revenu, et là, vraiment, il y a une attaque en règle de la commission d'experts. Je le souligne, c'est une attaque en règle, c'est une attaque, finalement, du filtre juridique. On attaque l'aspect où vous avez des experts qui disent, voici, moi, j'ai pas d'intérêt particulier à défendre. Je ne suis pas travailleur, je ne suis pas employeur, rien du tout, là. Je fais juste une analyse objective, impartiale de la situation. Et c'est ce qu'on veut éliminer, finalement. Parce que là, les employeurs ont commencé, comme je vous disais, je vous épargne les détails, c'est vraiment une saga. Là. Depuis 2012, ça ne finit plus.
Alors, on pensait, bon, en 2015, que c'était relativement adouci, mais les employeurs, et puis Eric me l'a confirmé encore à la conférence de juin de 2018, le délégué employeur du Honduras dit non, non. On vous a déjà dit que la Convention 87 ne protège pas le droit de grève. Et non seulement ça, ça va encore plus loin. Si on lit la réponse du délégué employeur du Honduras à la Conférence internationale du travail, à la Commission d'application des normes de 2018, il mentionne qu'il n'aime pas le ton. Il n'aime pas le ton que la commission d'experts emploie. J'étais estomaquée. Alors on me dit, écoutez, non, mais vous soulevez avec grande préoccupation, ne qualifiez pas finalement. Contentez-vous de rapporter les faits. Mais là, c'est parce que vous êtes en train complètement de dénaturer ce qu'est la commission d'experts. Et la commission d'experts l'a expliqué. Écoutez, je pense vraiment qu'elle a fait un travail colossal pour essayer justement d'amadouer, pas d'amadouer, pour essayer tout simplement de faire taire ces critiques et de ramener le groupe des employeurs pour un travail plus tripartite, mais ça ne fonctionne pas jusqu'à présent. On ne sait pas ce qui va arriver. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est, excusez-moi l'expression, rote-pot-pot jusqu'à temps qu'on finisse le centenaire. Puis on essaie de garder une certaine apparence, mais ça craque de partout. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Je ne sais pas trop. Une chose est certaine, et ça, là, je vais finir avec un aspect positif, parce que c'est une grave qui est très, très sérieuse au plan d'institution, donc qu'est-ce qui va arriver, on ne sait pas. Mais une chose est certaine, les employeurs ont commencé à ne plus vouloir jouer le jeu quand une fois la guerre froide s'est terminée, une fois qu'il n'y avait plus besoin de cette alliance avec les travailleurs, alors ils ont décidé c'est terminé. Ça, c'était le premier problème. Okay, où ils ont fait, moi, je retire mes billes du jeu, je ne gagne plus rien là-dedans. Ensuite, parce que les travailleurs, au niveau de la planète, sont en faiblesse, en position de faiblesse. Regardez l'état le taux de syndicalisation ici, à l'intérieur des pays, c'est dramatique, ça ne va pas très bien, nulle part. Donc, déjà, les travailleurs sont en position de faiblesse, alors ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent absolument que rien ne change. Ils veulent que cette situation, cette position qu'ils ont à l'intérieur de l'ET demeure, parce qu'ils ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. Donc, ils ne sont pas très, très prêts à négocier, hein, à faire un échange de quoi que ce soit. Et enfin, et ça c'est l'aspect positif, comme je vous disais, où les employeurs ils l'ont dit, ce qui les gêne beaucoup, avec la commission d'experts notamment, c'est parce que les recommandations, les observations de la commission, les observations pour être plus précises, de la commission d'experts sont reprises par des acteurs à l'extérieur de l'unité. Et ça, c'est la beauté de la chose. Parce que là, ça veut dire que ça ne se passe plus juste dans une petite pièce fermée entre les traditionnels employeurs, travailleurs et gouvernement. Là, ça sort à l'extérieur de l'unité. Où? Alors, dans les tribunaux régionaux, tribunaux nationaux, pensez-nous ici, Cour suprême, droit de grève, 2015, reconnu, on s'est appuyé sur l'EIT, et là, c'est un très beau jugement en 2015, où on revoit toute la bataille au sein de l'EIT à travers la discussion entre les majoritaires et les dissidents. Donc, ça, c'est un exemple, mais partout, je pense notamment en Europe, où les tribunaux reprennent les observations de la commission d'experts, du Comité de la liberté syndicale. On a naturellement des traités de libre-échange où on réfère aux normes internationales. Bon, puis nécessairement, vous allez regarder ce que les organes qui ont interprété ces normes. Alors, vous allez examiner le travail notamment de la commission d'experts. Vous avez des initiatives de responsabilité sociale des entreprises. Vous avez tous les autres organismes à l'intérieur des Nations Unies, que ce soit le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, à l'extérieur, l'OCDE, l'Organisation de coopération économique, de développement économique. Pensez aussi à l'intérieur des Nations Unies, à tous les organes conventionnels chargés de l'application des traités des droits de la personne, qui réfèrent également à la commission d'experts aux observations. Donc, finalement, ce que les employeurs ils ont peur de cette jurisprudence et du fait que le droit, ils ne le contrôlent plus
Les normes, et c'est ça la beauté, quand ils disent la commission d'experts n'a pas le pouvoir d'interpréter, c'est une erreur. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais voulu se rendre devant la Cour internationale de justice, parce qu'ils auraient pu demander un avis, ou ils auraient pu créer un tribunal maison, mais ils savent très bien que leur position juridique, elle ne tient pas la route. Il n'y a personne qui a le monopole des normes. Les normes, le droit, ça appartient à tout le monde. Vous-même, là, je vais aller à votre collègue McDonald, tout le monde applique les normes. Tout le monde les interprète. Vous ne pouvez pas appliquer une norme sans l'interpréter, c'est impossible. Vous ne pouvez pas la décoder. Vous ne pouvez pas, justement, vous conformer à la règle. Vous devez nécessairement l'interpréter pour l'appliquer. Alors, tout le monde, en bout de ligne, tous les destinataires de la norme l'interprètent. Et ça, les employeurs ne pourront jamais arrêter cet aspect. Donc, je pense qu'il faut absolument que ces normes sortent et de plus en plus pour justement dire, bien, vous, c'est votre interprétation, mais il y en a peut-être d'autres qui vont devenir à l'extérieur. C'est tout. Excellent. Donc, merci beaucoup pour cette conférence très dynamique, très stimulante et très compréhensive. On voit donc une institution qui vraiment est à une certaine croisée de chemin à arriver en 2019 ou peut-être dès que 2020 va commencer. Et une plaidoyer pour ouvrir, ou en fait pour, si j'ose dire, casser le monopole du droit international du travail, quitte à le rendre transnational. Donc, plein de sujets pour des questions, des commentaires, des interventions, peut-être même des demandes de clarification quelconque. C'est à vous. Je pense qu'on a une quinzaine de minutes pour des questions. Oui. Oui. Bonjour, merci, c'est très intéressant. En fait, une question contre les problèmes internes à l'OIT. Je serais curieux d'avoir votre position sur le fait en fait, que les principales conventions, en fait, notamment 85-98, semblent ne pas avoir été ratifiées ou vraiment adoptées par les grandes économies de ce monde. On pense à la Chine, l'Inde, les États-Unis aussi, je pense. En fait, comment, puis il y a un net recul du multilatéralisme, surtout en ce moment aux États-Unis, je pense aujourd'hui. Donc, comment une organisation internationale qui crée des conventions dans un monde global comme aujourd'hui, avec des grands joueurs comme ça qui ne ratifient pas, comment peut-elle continuer à s'imposer outre la crise interne, c'est ça, plus à l'extérieur de ça, je suis curieux d'avoir. Votre question est très difficile. Pourquoi? Parce que votre question, à mon avis, elle cible un problème que toutes les organisations internationales à vocation multilatérale vivent présentement. Vous avez souligné à juste titre, moi, puis je renchéris, il y a une dérive en ce moment de plusieurs gouvernements vers des régimes populistes. Des gouvernements qui traditionnellement étaient les premiers défenseurs des droits de la personne. Je pense notamment aux États-Unis, on peut penser en Europe, en Hongrie. Bref, il y a beaucoup d'exemples. Et donc déjà, on perd des alliés qu'on avait. Avant, ils formaient une coalition pour défendre ces droits. Et là, elle n'est plus là. Vous avez, de l'autre côté, vous avez des régimes qui ont toujours été à tendance autoritaire, notamment la Chine, qui ont toujours eu de la difficulté à jouer ce jeu, qui n'ont jamais véritablement voulu le jouer, ou du moins on dit, nous on joue à notre façon, etc., etc. Alors, je pense que là, c'est non seulement les droits des travailleurs, c'est les droits humains qui sont en jeu, à mon avis. Je crois que c'est une période qui est très trouble, parce que, précisément, vous avez des grands États. Les États-Unis, moi, ça ne me surprend pas trop, parce que les États-Unis n'ont presque rien ratifié. Partout. Ils ne l'ont jamais fait. Ils se sont toujours jugés dans une situation exceptionnelle où eux, ils respectaient, donc ils n'avaient pas besoin de ratifier. Et puis les autres, par exemple, allez-y, vous devez le faire, mais nous, on n'a pas besoin. Alors, les États-Unis, au-delà du phénomène Trump, mais ça ne me surprend
pas énormément. Mais ce que je trouve plus dangereux, c'est cette dérive au niveau de plusieurs pays européens, cette dérive, mais partout, dans tous les pays occidentaux. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'on a plusieurs gouvernements abandonnent le projet des droits de la personne. Alors, le seul aspect positif, je reviens encore une fois, si ces normes sortent et si ces normes sont reprises par des organisations dans la société civile, c'est la seule façon qu'on peut s'en sortir. Et là, ça demande, puis là, je vais être négative, mais bon, ça demande une mobilisation collective. Ça demande que les gens vraiment croient aux droits de la personne. Puis là, je dis croient sciemment. Je pense qu'il y a des domaines qu'on parle des droits de l'homme, des droits de la personne, des droits de l'homme, j'aime pas ça, des droits de la personne. C'est du domaine où vous avez foi, où vous dites que l'individu doit être défendu, peu importe. Et il y a un aspect véritablement de sacré, en quelque part. Hein? Donc, et ça, je crois donc qu'il faut retrouver, il faut absolument s'unir autour de ça. Donc, ça prend une mobilisation collective sur des droits individuels. Et c'est là que c'est paradoxal. Et là, je vois vraiment pas comment on va le faire, puisque j'ai l'impression qu'on est complètement enseveli dans une ère individualiste, je dirais même plus narcissique. Et dans les pays riches, dans les pays occidentaux, on est obsédé par la consommation, par le perfectionnisme. Je suis vraiment négative, là, mais je ne vois pas comment on va se battre collectivement contre nos propres gouvernements pour essayer de si on n'a pas cette mobilisation qui nous pousse. Donc c'était positif et négatif, ce que je veux marquer. Donc je vais... Éric. Oui, ok, Éric. Merci Adèle de m'avoir accueilli. Merci infiniment Isabelle pour ton excellente présentation. Je pense qu'il a rendu justice à notre travail, notre réflexion commune. Si je peux me permettre, donc, excellente question. Effectivement, si on regarde la Convention 87 sur la liberté syndicale, on est un peu de ratification de près, je pense, 656 pays, je ne sais pas exactement, 155, 160. Donc, on pourrait être tout à fait encouragé, c'est presque une ratification universelle. Et pourtant, comme vous l'avez souligné, 50% des travailleurs de ce monde ne sont pas couverts par la Convention 87, donc la Chine, l'Inde, les États-Unis, etc. Maintenant, vous parlez, et on fait évidemment des longs efforts pour essayer d'obtenir la ratification de cette convention. Il semble que l'Inde va la ratifier au centenaire, bon, non, aussi. Maintenant, il faut se poser la question, une convention n'est pas ratifiée, est-ce que ça veut dire qu'elle n'est nécessairement pas appliquée au niveau national? Le Canada a ratifié la Convention 98 sur la négociation collective il y a un peu plus d'une année. Est-ce qu'avant la négociation collective n'existait pas au Canada? Non, évidemment. Donc, je pense que quand on parle de crédibilité, en définitive, qu'est-ce qui est plus important? C'est que la norme soit appliquée au niveau national. Bien sûr, c'est mieux si on a une ratification sur le plan international, mais voilà, le travailleur, s'il est couvert par la norme au niveau national, c'est ce qui importe. Mais vous avez raison, il y a un problème de crédibilité. Voilà, je ne veux pas trop. Est-ce que la caméra tourne toujours? Parce que je. Garder mon emploi la semaine je vais peut-être pas trop rebondir sur la question de la crise institutionnelle depuis 2012, mais comme Isabelle l'a bien expliqué, le rapport de force entre les travailleurs et les employeurs a changé depuis la fin de la guerre froide. Et le durcissement de la position des employeurs est probablement juste la réflexion de ce qui se passe dans le vrai monde, à l'extérieur. Les employeurs ont durci leur position partout, donc pourquoi ça serait différent à l'OIT? Donc l'ère des bons patrons responsables qui souhaitent protéger les travailleurs, comme c'était le cas en 1919, c'est un peu révolu. Donc
L'OIT est une juste réflexion de ce qui se passe à l'extérieur, malheureusement. Mais je ne veux pas polémiquer et stigmatiser plus spécifiquement le groupe des employeurs. Voilà. Mais ce sera intéressant de voir ce qui va se passer en 2019, au-delà de l'adoption d'instruments. Est-ce que ce sera une convention sur le harcèlement? Est-ce que ce sera une déclaration du centenaire? L'OIT a surtout engagé une grande réflexion sur l'avenir du travail. L'avenir du travail, le monde du travail change, vous changez, les relations de travail changent, les problématiques changent. Le droit à la déconnexion informatique. On parle de thèmes aujourd'hui dont on ne parlait pas il y a 10 ans. Et que va être le monde du travail dans 20 ans? On peut spéculer, on n'en sait trop rien. Voilà, donc l'OIT a surtout amorcé cette réflexion et on espère avoir mis sur pied une commission mondiale sur le monde du travail qui va rendre un rapport en 2019. On espère qu'il y aura des pistes de réflexion intéressantes. Voilà. Merci. Merci. Si personne n'a des questions, en fait, j'ai une autre question, en fait, savoir, est-ce que vous voyez l'avenir à l'intégration des conventions de l'OIT ou des principes, du moins, à travers les principes de libre-échange? Je sais qu'on en a parlé beaucoup dans le cours que j'avais fait avec Mme Blaquette. Tout ce qui est l'intégration, parce qu'on parle souvent, de plus en plus, en fait, dans le monde théorique, c'est les droits économiques, les traités de libre-échange entre les pays qui sont au-dessus, sans être au-dessus de tout. L'économie est importante qu'on fasse ça, l'économie, on a beaucoup entendu avec la gestion de l'offre il n'y a pas longtemps, ici même. Est-ce que l'intégration de ces droits-là, de ces conventions-là, dans les traités de libre-échange, est-ce que c'est une avenue prometteuse ou pas du tout? J'allais plutôt tourner, c'est une question intéressante, mais c'est à un certain niveau une autre conférence, pour vous savoir plus. Toujours dans cette idée d'éclater un peu le monopole de l'OIT, on a tendance à parler de normes internationales en étant le droit international du travail, le corpus, mais là, sur le droit de grève, cette interprétation vient de l'arrimage entre la Convention 87, c'est sûr, mais avec les conventions des Nations Unies, notamment les deux pactes, où c'est express, au moins dans le pacte économique et social. Et donc, j'aimerais peut-être, et ça va dans le sens du commentaire question d'Antoine, comment on pourrait voir ce que certains, comme Francis Monpère, ex-conseiller juridique principal de l'OIT, comme la coopération et la persuasion entre systèmes normatifs, mais aussi institutions des Nations Unies et au-delà, comme la Banque mondiale, comme, disons, l'OMC qui est hébergé dans l'ancien bâtiment même de l'OIT. Comment est-ce que nous pouvons renforcer ça, toujours dans cette optique de faire un peu démocratiser ou éclater les normes internationales du travail pour que vraiment on les voit comme faisant partie intégrale du système international, la communauté internationale. C'est toi qui l'as formulé la question, mais c'est pas évident comme on dit. Mais, parce que si on revient au départ, lorsque les Nations Unies, après la Deuxième Guerre mondiale, ont conclu un accord, sont devenues une nation spécialisée des Nations Unies, c'était censé être ça. Il était censé avoir une collaboration intersystémique. C'était pas. Et là, c'est devenu malheureusement tout le monde en vase clos, chacun sur leur thème. Ça a été fragmenté à tel point que je regarde juste la question des droits des femmes m'intéresse. Il y a juste un comité, c'est le comité qui est chargé d'appliquer la convention, qui s'occupe. Juste à côté, le comité de la torture, il ne regardera pas trop ce qui se passe au niveau, les liens entre justement le fait d'être une femme et torturée. Alors, il y a un cloisonnement. Il faut réussir à décloisonner, là, ça soulève toute la question,
ressources. Hein? C'est vraiment, je pense que là, on a vraiment un problème pratique. On n'a pas les ressources. Après, il y a le travail d'éducation. Je crois que c'est ce qu'on essaie de faire, mais ça, c'est à l'échelle vraiment individuelle, humaine, petite échelle. Mais c'est vraiment un problème du système. Il faut absolument le décloisonner. Et là, peut-être, il faut passer par ce qu'on appelait la discrimination, l'intersectionnalité, d'aller justement de penser l'individu en fonction de multiples sources de pression, et ça se vit différemment. Donc, il faut absolument que les organes, par exemple, conventionnels de protection des droits de la personne, s'il n'y a pas un dialogue entre ces organes, on n'y arrivera pas. Alors, et là, je n'ai pas la réponse. Là, on réfléchit ensemble, parce que c'est quand même poser des bonnes questions. Poser des bonnes questions. Oui, bonjour. J'avais une petite question par rapport au fait que le patronat, que les travailleurs de leurs droits s'effritent. Vous avez expliqué quelques raisons. Je voulais savoir si le patronat, en plus d'avoir s'être accaparé le pouvoir, vous nous avez expliqué que c'est tripartite, et donc je voulais savoir la position des gouvernements. C'est pas le fait qu'eux ne soutiennent pas autant aussi la position des travailleurs qui accentue aussi ce pouvoir pris par le patronat. S'ils prenaient un parti pris, ça devrait aider la cause, oui ou non? Vous avez des bonnes questions, notamment l'auditoire. Votre question est difficile, pourquoi? Parce que les gouvernements ont chacun des positions. Alors, c'est difficile de dire le groupe gouvernemental des 187. Une chose est certaine, depuis que, tu me corrigeras, Eric, si je me trompe, depuis 2012, depuis l'éclatement de la crise, les gouvernements font profil bas. On a l'impression qu'ils laissent les deux autres groupes, les mandants, s'affronter. Ils vont intervenir, c'est vraiment, je vous dirais, avec parcimonie. Les gouvernements ne sont pas en train de pousser ni d'un côté ni de l'autre, j'ai l'impression. Ils regardent la joute un peu. Et là, il faut tomber dans la stratégie de chaque État, la situation de chaque État. Est-ce qu'ils ont avantage? Pourquoi ils n'interviennent pas? Est-ce qu'eux, ils préfèrent justement... il faut voir. Est-ce que Merci de l'explication. Attention quand on parle de patronat et de travailleurs. Les employeurs ont fait bouger les lignes à l'intérieur de l'OIT, c'est clair, certes, mais le rapport de force, même s'il a changé, par exemple en termes de vote, on est toujours dans la même dynamique. Et une des raisons pourquoi les travailleurs ne souhaitent pas que les choses changent, c'est qu'ils veulent préserver leurs acquis sociaux. Ils préfèrent le statu quo avec leurs acquis plutôt que de s'aventurer sur des pistes où, comme Isabelle l'a exprimé plus tôt, ils vont perdre leurs acquis. Maintenant, les gouvernements, ils vont selon leur intérêt. En 2012, pendant la conférence internationale du travail, quand les employeurs ont dit on ne souhaite plus discuter de cas de pays qui ne respectent pas le droit syndical et la protection du droit de grève, évidemment, certains pays, ça les arrangeait tout à fait. Il y avait des pays qui revenaient, qui étaient discutés publiquement à chaque année, comme le Guatemala, le Venezuela, la Colombie, beaucoup de pays d'Amérique latine, mais aussi des pays asiatiques, etc. Donc, ces pays-là en ont profité, ils ont profité de l'aubaine, ils ont dit quelle bonne idée, on ne discutera plus de mon pays, de mon cas devant la conférence. Donc, ils ont été très opportunistes, les gouvernements. Mais comme Isabelle l'a dit, les gouvernements ne votent pas en bloc. Il y a eu des gouvernements qui ont été responsables, et en 2015, les gouvernements ont quand même adopté une déclaration conjointe où ils ont soutenu la Convention 87 et ils sont allés plus loin que les travailleurs et les employeurs en disant voilà, le droit de grève devrait être protégé par la Convention 87 et effectivement les modalités peuvent être régies au niveau national. Mais voilà, au départ, disons de 2012 à 2015, les gouvernements étaient surtout opportunistes et surtout les gouvernements parias qui étaient sur la liste noire de la communauté en ont bien profité. Après, ils se sont un peu rattrapés depuis 2015 avec une déclaration conjointe qui va un peu dans le sens de soutenir la Convention. Parfait. Il ne reste qu'à remercier très chaleureusement notre conférencière pour cette présentation qui lance
les séries de discussions autour de devenir, l'avenir de l'OIT. Merci d'avoir commencé ces discussions avec tellement d'intérêt et je sais que tout le monde a beaucoup appris et ça stimule une réflexion. Merci. Merci beaucoup, passionnant, comme toujours. Moi, il me reste juste à remercier mon équipe qui a fait en sorte que cette activité a été rendue possible aujourd'hui. Tu as déjà remercié Christine Louf-Mallette qui a vraiment été en charge de l'organisation de la conférence d'aujourd'hui. Il y a plein d'autres personnes qui ont participé. Pierre Pugeot qui vient de partir, qui est notre trésorier, qui organise déjà le cocktail. Vanessa Tanguay, juste en avant, notre secrétaire générale. Solène Daigle, qui est ici, secrétaire générale adjointe. Alors, merci à tous, je suis une personne. Hein. Merci à tous de nous avoir aidés à organiser ça. Et merci vraiment à Adèle de nous avoir reçus à McGill. C'est un grand honneur. Merci encore Isabelle, passionnante comme toujours. Ça donne envie d'arrêter de faire du commerce pour retourner à l'OIT. Mais tu vas être contente, dans le dernier accord qui vient d'être conclu cette semaine, l'UMC, l'accord États-Unis, Mexique, Canada, on cite précisément la déclaration de 98, mais ça c'était déjà même dans le PTP, mais on parle de la fameuse déclaration sur la justice sociale, la mondialisation et le travail équitable de 2006-2008 en tout cas, et on nomme les conventions internationales. Et c'est ça que fait l'OIT. Elle nous fait un socle commun de normes à respecter. Et tu le disais, hein, après ça fait des petits, puis je pense que le droit du commerce, en tout cas, peut aider, en tout cas, encore qu'il peut y avoir une belle dichotomie entre le commerce et le droit du travail depuis qu'on a décidé de les séparer. Hein? Mais on ne peut pas parler de commerce sans parler de normes du travail. Et voilà. Alors, merci beaucoup. On vous attend au cocktail. Merci beaucoup.